sur cette question même, la question démocratique. Alors maintenant, on va parler d'une question à laquelle nous sommes très sensibles, très attachés, puisque nous sommes un journal indépendant, qui est la question démocratique, qui est totalement liée, vous le savez bien, à la question sociale, puisque c'est la question de l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité des possibles, l'égalité devant la justice. Et ça partage, ça traverse l'ensemble du débat dans le pays. Alors nous avons tous regardé votre programme. Nous avons découvert ce programme à la première personne, comme vous l'énoncez, y compris dans vos réponses ce soir. Je veux redresser la France, je veux rétablir la justice, je veux redonner espoir aux jeunes, je veux une République exemplaire. Et là, il m'est revenu le souvenir d'un dirigeant de la gauche qui, il y a quelques années, mettait en garde contre cet usage du jeu, à l'époque où il critiquait le futur président, le candidat sortant, comme vous dites, sa culture politique de pouvoir personnel. Je cite ce dirigeant, il disait « Cet usage répété du je plutôt que du nous, la mise en scène de la personne comme une offre politique à elle seule, ce narcissisme érigé en doctrine qui identifie le pouvoir à celui qui le désire le plus, il critiquait tout cela, et il disait ce avec quoi il faut en finir, c'est le narcissisme démocratique, cette identification du pouvoir à un seul d'entre nous. » Alors donc, François Hollande, puisque c'est vous que je cite, ce dirigeant, c'est vous en 2006. Le présidentialisme a déjà gagné, vous n'êtes même pas élu, que ça y est, c'est la première personne, c'est c'est la présidence à la première personne. On en sort là. Alors, je dis bien je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est pas nous. Je suis pas entouré d'une équipe, je suis seul devant vous. Mais vous serez nous. Mais votre fauteuil, c'est le nôtre. Non mais demain, ce sera le nôtre. Mais demain, si je suis élu, je ne dirigerai pas seul la France. Et j'ai d'ailleurs bien marqué que être chef d'État n'est pas être chef de la majorité, être chef de parti ou être chef encore d'une faction ou d'une famille. Moi, si je suis le prochain chef de l'État, je mènerai la politique de la France en fonction des orientations. Ensuite, il y aura un gouvernement pour mettre en œuvre une politique. Ce gouvernement sera responsable devant le Parlement. Il n'y aura d'ailleurs, de ce point de vue, aucune confusion. Jamais je ne recevrai des majorités parlementaires à l'Élysée, si je suis dans ce cas de figure. Jamais je ne participerai à quelque congrès de parti que ce soit. Jamais je ne conduirai une campagne législative comme président de la République. Donc, c'est déjà une très grande différence par rapport à ce qui s'est produit, pas simplement depuis 5 ans, depuis un certain nombre de présidences qui se sont succédées. Ensuite, je prends le « nous », parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui légiférerai, c'est le Parlement. Ce n'est pas moi qui viendrai défendre une politique devant les élus de la nation, c'est le Premier ministre, qui ne sera pas un collaborateur. Et les ministres seront responsables de leur secteur ministériel. Je ferai aussi en sorte qu'il n'y ait pas de cumul des mandats entre une fonction ministérielle et une fonction d'exécutif local. Et qu'il y ait même une charte éthique qui sera d'ailleurs valable pour tous ceux qui seront dans l'exécutif, pour éviter tout conflit d'intérêts. Je ferai en sorte aussi que l'indépendance de la justice soit garantie. Je mettrai en cause le statut pénal du chef de l'État actuel, protecteur. Et je supprimerai la Cour de justice de la République pour les ministres. Donc c'est à la fois un pouvoir différent et c'est aussi une conception collective de l'action. Ça ne veut pas dire que le président n'ait pas d'autorité, ne fixe pas des décisions, ne donne pas une vision, mais je suis pour le respect des corps intermédiaires, pour les partenaires sociaux. Je respecte les syndicats. Je suis aussi conscient qu'il n'y aura pas de transformation du pays sans un nouvel acte de décentralisation, sans des pouvoirs qui seront donnés aux collectivités locales. Et enfin, je n'écarte aucun débat citoyen. Et sur l'énergie, sur le nucléaire, il y aura un grand débat. C'était François Hollande, il y a 5 ans exactement, dans les locaux de Mediapart. C'est le deuxième temps de ce débat, changer la République, changer de République, réanimer la démocratie. C'est un débat que nous voulions à Lyon.
C'était ce qui était prévu dans le cadre d'un forum démocratie organisé par la bibliothèque municipale. La municipalité centrale de Lyon en a décidé autrement. Il devait y avoir 4 élus locaux de différentes sensibilités lyonnaises. Finalement, il n'y en a qu'une survivante. C'est vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Les autres n'ont pas pu se délocaliser à Paris ce soir. Vous êtes mairesse du 1er arrondissement de Lyon. Vous êtes candidate hors parti, dit-on, aux élections législatives. Et vous avez donné votre parrainage à la candidate citoyenne, celle qui est née de la primaire.org, qui était ici même, Charlotte Marchandise, elle a un deuxième nom, Franquet, voilà, qui était là. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs, d'après les rumeurs lyonnaises, je ne connais pas bien la politique lyonnaise, c'est peut-être votre présence qui a exaspéré, dit-on, le maire de Lyon, mais peu importe. Et nous continuons, et merci à Corinne Morel-Darleux. Vous êtes Darleux, pardon, j'ai déjà fait cette erreur à cause d'une actrice qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Darleux, excusez-moi. Corinne Morel-Darleux, vous êtes déjà venue à Mediapart, vous êtes conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous êtes quand même local de l'étape, pourrait-on dire, et secrétaire national du parti de gauche. Merci, et vous allez pouvoir, puisqu'il y a eu, Paul Aliès a dit ses désaccords sur une volonté commune, ses désaccords avec la méthode insoumise ou portée par Jean-Luc Mélenchon pour porter ce changement de République, vous allez pouvoir en parler. Et je suis toujours avec Fabien Escalona, qui est un Lyonnais, donc nous sommes quand même un petit peu à Lyon. Le quota est respecté. Mais d'abord, Paul Aliès, Dominique Rousseau, vous venez d'entendre ce François Hollande de 2012, pour lequel nous avons un peu voté en disant il faut tourner la page de l'hystérie sarkozyste. Commentaire. Le commentaire, c'est bluffant. Quand on l'entend, c'est bluffant. D'ailleurs, il m'avait bluffé puisque le 14 avril, je me permets de citer le billet d'un Mediapart, je commente ce propos. Sur votre blog de Mediapart. Et je dis, ces propositions marquent une rupture avec la tradition opportuniste de la gauche vis-à-vis du présidentialisme de la Ve République. C'est-à-dire, j'étais sous le choc. Et effectivement, il a énuméré, puis ça a coupé une série de propositions qui faisaient, il y en avait 14. J'en ai compté 14, dites plus ou moins clairement. Il avait dit, annoncé de manière solennelle les mêmes choses un mois avant à Dijon. Le discours de Dijon est resté un discours de référence. Il avait dit « Je ne suis pas pour une sixième république, mais il faudra changer, il faut avoir une volée république. » Bref. Donc il s'est fait élire, on parle toujours du discours du Bourget, sur le discours de Dijon et, je dirais, de Mediapart. Mais alors là, la déception, elle est au moins égale à celle du discours du Bourget. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Dominique Rousseau a siégé dans la commission Jospin. Première commission, ces gens à huis clos, il n'a entendu aucun, comme nous, des ONG qui parlions. Balladur nous avait auditionné. Jospin a fait sa commission. Dominique a été le seul à dire il faut des opinions dissidentes, et voilà, je les publie. Mais on a obtenu de la commission, après 6 mois de délibération qui était un peu inutile, parce que le PS avait délibéré là-dessus plusieurs fois dans ses congrès, le non-cumul des mandats, mais pas dans le temps, renvoyé à après 2017. Bon. C'est tout ce qui a été obtenu. Finalement, la seule chose qui restera, je crois, enfin c'est mon avis, de plus important, c'était sous le feu des circonstances, l'affaire Cahuzac, c'est la commission de la transparence, enfin, etc. Encore Mediapart. Oui, mais ça n'était pas prévu. Non. Ça n'était pas prévu. Donc, on a une annonce, là, qui, pour le coup, c'est pour ça que ça me rendait heureux, qui était pragmatique. Moi, on va en débattre peut-être, mais mes critiques sur la Constituante, c'est que ça solennise une procédure, que ça dramatise, en quelque sorte, le changement politique, alors qu'on peut imaginer passer de manière progressive à autre chose, en associant toujours plus la population, le peuple, et de manière productive. Bon, ce qu'il a là-dessus, il est contre le référendum, mais il n'est pas seul, et Dominique aussi, le référendum d'initiative populaire, mais bon, s'il n'y avait que ça, ce n'était pas grave. Mais voilà, on a un président, encore une fois, de gauche, qui, pour lequel, moi j'ai voté, et même j'ai dit combien il fallait penser du bien de ces propositions, sur le plan institutionnel, sur le plan démocratique, et qui a tout abandonné au motif de toute façon, on n'aura pas jamais la majorité au Congrès à Versailles. Si Sarkozy avait fait la même chose, alors que, comme Dominique le rappelait, il a modifié plus de 50% des articles de la Constitution, c'est passé avec une voix de majorité, celle de Jacques Lang, et c'est passé. Mais Sarkozy y est allé. Et pourquoi on n'a pas fait? Sur le Conseil supérieur de la magistrature, il y a un avis
il y a un consensus, on peut dire, depuis 20 ans maintenant, droite-gauche. Alors bien sûr, à chaque fois, la droite dit « Oh, on n'acceptera jamais ça ». Mais enfin, quand même, allons voir, allons vérifier. Ça sert au moins à ça, le Congrès. Ça n'a même pas été tenté. Enfin, c'est un désastre total, quoi. L'impuissance, l'inculture, j'ose ce terme, c'est pas comment dire, péjoratif, mais l'inculture, c'est grave, de la gauche sur la question démocratique à travers les institutions est problématique. Et aujourd'hui, je rejoins ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la Constitution, c'est pas un jeu la Constitution, ce ne sont pas des textes mis bout à bout au hasard. Comme le dit d'ailleurs Chantal Mouffe, il faut défendre les institutions. En tout cas, on voit ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, ou qui peut se passer ici. Chantal Mouffe, une référence dans tous les débats à gauche aujourd'hui. Donc, qui est souvent référente, qui appelle à voter Mélenchon, je crois. Par exemple, je pense qu'il y a un sujet qui n'est jamais soulevé, là, dans le débat politique, au moins à gauche. C'est les moyens qu'il faut se donner, modestes, pragmatiques, mais à droit constant. En greffant des procédures, ça c'est pas très difficile, il y a une envie de ça, et il y a des expériences là-dessus populaires. Pour qu'elles fécondent ces procédures, on doit pouvoir définir un mode de passage concret, réaliste, attractif pour passer notre République. Oui, rapidement, un commentaire sur ce flashback. Oui, c'est terrible. C'est terrible ce flashback. Ouais. On voit... alors, c'est terrible à la fois pour mesurer la distance et l'oubli, mais aussi pour mesurer ce qu'on entend aujourd'hui de certains candidats. Il ne faudrait pas que dans 5 ans, ce qu'on entend aujourd'hui soit à nouveau oublié. Et pourquoi ça pourrait être oublié? Parce qu'au-delà de la personnalité d'Hollande, etc., je pense que ce que ça nous démontre, je dirais, c'est la force, la pression du système politique de la Ve République sur les hommes. Il est plus fort que les hommes. Exactement. À la limite, je veux bien penser, mais je suis peut-être trop gentil, je veux bien penser que Hollande était de bonne foi quand il disait ça, qu'il le pensait vraiment. Mais le poids des institutions a été tel qu'il s'est conduit comme tous les autres présidents, alors qu'il avait l'ambition, peut-être sincère, de vouloir se conduire autrement. Et c'est ça le piège de la Ve République. Mais un piège de la Ve République que la gauche a accepté, que Mitterrand a accepté. Après avoir rédigé le coup d'État permanent en 1964, il abandonne Mendès et il se met dans une logique présidentielle. Et que Jospin a accentué en faisant voter le quinquennat et en inversant le calendrier électoral pour faire en sorte que, on parlait tout à l'heure de la soumission du Parlement, mais elle est là, la soumission du Parlement. S'il n'y avait pas eu l'inversion du calendrier, on serait en train de faire des majorités d'idées, des convergences avec un débat parlementaire. Exactement. Pour une campagne législative. Ce rappel montre qu'il est urgent de changer la Constitution, sinon 2 constitutions, on va y revenir, mais peut-être plus encore, si on veut avoir une démarche pragmatique, de changer le mode de scrutin. Dans le discours du mois de mai 1958, lorsque Michel Debré présente la Constitution de 58 au Conseil d'État, il dit finalement, ce qui est important, ce n'est pas tellement le texte de la Constitution, c'est le mode de scrutin. Regardez en Angleterre, il y a le scrutin majoritaire à un tour, dit-il, il y a majorité, opposition, on est tranquille. C'est le mode de scrutin. Si vous ne changez pas le mode de scrutin, vous ne changerez pas le mode de comportement des députés. Les députés sont godillots à cause du scrutin majoritaire à 2 tours. Si vous voulez des députés qui exercent leur liberté de discussion, il faut leur donner comment dire, un espace, et cet espace, c'est la représentation proportionnelle qui le donne. Donc oui, changer la Constitution, je pense qu'on va y revenir, mais le socle, c'est changer le mode de scrutin. Alors là, je ne suis peut-être pas constitutionnaliste, je suis peut-être plus politiste, parce que les politistes mettent beaucoup l'accent sur le mode de scrutin, et là, je pense qu'ils ont raison. Fabien. Oui, alors Nathalie Perrin-Gilbert, Corinne Morel-Darleux, vous êtes toutes les 2 élues locales. Donc on voulait aborder cette question de comment le présidentialisme au niveau national se diffracte ensuite le long des échelons jusqu'au niveau local. Mais peut-être avant de venir sur ce terrain, aussi une réaction par rapport à ce qu'on a entendu, puisque votre engagement, il est maintenant hors parti, Edoui l'a dit, il est aux côtés des insoumis qui veulent une constituante que critiquait un peu Paul Aliès. Donc voilà, pour ce qui nourrit votre engagement,
enfin, les motifs qui nourrissent cet engagement. On aimerait peut-être vous entendre avant de venir sur la situation en Rhône-Alpes et à Lyon. On commence peut-être par vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Alors, les motifs. Alors d'abord, merci de nous accueillir et d'avoir maintenu ce débat et de nous accueillir finalement en zone libre pour nous permettre de parler démocratie en démocratie. Et lors d'une période électorale où chacun est censé justement s'impliquer et s'intéresser à la question démocratique et à la question politique. Donc merci de ce volontarisme-là. Je veux dire que l'essence de mon engagement, c'est justement ce volontarisme également. Ce volontarisme d'amener à l'Assemblée de nouvelles pratiques et également de pouvoir travailler sur nos institutions, sur la Constitution. J'ai l'habitude de dire qu'on est dans un nouveau monde, c'est le monde du XXIe siècle. Nos institutions datent du XIXe. On voit bien le décalage entre des institutions datées, extrêmement verticales, qui ne correspondent plus au mode de faire, au mode de penser, au monde d'aujourd'hui. Et moi qui crois aux politiques, j'ai envie effectivement d'être dans la réforme de ces institutions-là pour les rendre plus opérantes. Question juste sur ce qui s'est passé, cet épisode lyonnais, n'est-il pas tout bêtement une illustration de la question de Fabien sur comment le présidentialisme, je rappelle, tout ça a été voté en conseil municipal, oui, discuté, une convention très claire, très transparente, et tout d'un coup, il y a un oukase incompréhensible. Je n'ai même pas eu de réponse à mon mail où je protestais et je disais que du coup, on ne pouvait pas négocier, nous, journal indépendant, la composition de ce plateau. Je n'ai même pas eu de réponse. Comment expliquer tout cela? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais oui, de même qu'on est dans un régime d'hyper-présidentialisation au niveau national, au niveau local, on vit cette même hyper-présidentialisation. Et la création de la métropole de Lyon, dans le cadre de la loi MAPTAM, enfin voilà, qui a instauré les métropoles, donc pour ce qui est de Lyon au 1er janvier 2015, a instauré et renforcé localement cette hyper-présidentialisation. C'est un fait inédit dans l'histoire de nos institutions. Cette métropole de Lyon, qui est une collectivité territoriale de plein exercice, ultra puissante, et qui finalement concentre des pouvoirs très importants dans les mains d'un seul homme, entouré d'un aréopage qui ne rend pas compte aux citoyens, aux citoyennes. Oui, c'est une parfaite illustration de l'hyper-présidentialisation. Et le statut est exceptionnel par rapport aux autres métropoles qui ont été créées. C'est un statut d'exception, oui. Voilà. On vous donne la parole. Oui, pour répondre à la question, sur la question de l'engagement, moi je me suis engagée en politique parce que justement j'en avais assez du tous pourri dans mon salon ou avec les amis au comptoir du bar, et qu'à un moment donné je me suis aussi dit que si la politique était pourrie, c'était aussi parce qu'on la laissait entre les mains de gens qui l'étaient eux-mêmes, et que le meilleur moyen de faire effervescer un peu tout ça, c'était précisément d'y aller. Et je voudrais du coup aussi faire le lien avec le thème de ce soir, parce que je trouve que, et c'est bien naturel, c'était le thème du premier débat, mais je trouve qu'on a souvent tendance, de manière générale dans le débat public et notamment à gauche, à aborder la question de la démocratie uniquement par le prisme institutionnel et par la question du mode de scrutin, etc. Ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement à dire sur la Ve République, sur le mode de scrutin, etc. Mais si moi j'ai pu m'engager en politique, c'est-à-dire exercer ma propre capacité démocratique, c'est aussi parce que j'avais la chance d'être en bonne santé, d'avoir un travail qui me laissait du temps libre, d'avoir une sécurité matérielle qui me permettait à un moment donné de réfléchir à autrui, à l'intérêt général, au long terme. Et aujourd'hui, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on peut mettre tous les outils qu'on veut de consultation, de participation, à chaque fois qu'on le fait, que ce soit à Saillant ou ailleurs. On voit bien que dans les comités de quartier ou sur les budgets participatifs, c'est un peu toujours les mêmes qui viennent. Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes au chômage ou que vous avez à faire face à des difficultés à la fin du mois pour payer votre facture d'électricité, votre loyer, etc., c'est quand même très compliqué de se dire je ressors le soir pour aller à une réunion publique ou...
Voilà, donc si je dis ça, c'est parce que ces conditions matérielles, elles sont importantes. Elles ont trait à plein d'autres thématiques hautement politiques et qui devraient être aussi au cœur de cette campagne présidentielle, sur la revalorisation des minima sociaux, sur la protection de nos acquis sociaux, sur la réduction du temps de travail, sur le maintien de services publics, notamment de santé en zone rurale, etc., etc. Et pour le coup, je trouve que ces sujets-là sont trop souvent déconnectés de la question de la participation citoyenne, qui pourtant en dépend de manière assez directe. Mais alors peut-être, comme ça, on en vient à ce débat-là et on se déplacera sur les aspects locaux, mais par rapport à cette affaire de constituante, non pas que ce soit mon obsession, mais j'aimerais bien avoir aussi des arguments qui s'entrechoquent. Oui, simplement, si vous permettez, je pense que vous avez raison qu'il ne faut pas oublier les conditions matérielles dans lesquelles se pense la démocratie. La question sociale comme entrave à la question démocratique. C'est vrai qu'il y a une urgence sociale, c'est vrai qu'il y a une urgence écologique, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a aussi une urgence constitutionnelle, il y a une urgence institutionnelle. J'ai envie de dire, et donc je le dis, puisque j'ai envie de le dire, dites-moi comment vos institutions sont faites et je vous dirai quelle politique publique sera menée. La question des institutions n'est pas une question secondaire qui vient après. Si vous voulez une politique sociale, ce n'est pas avec ces institutions-là que vous l'aurez. Hein. Donc la question sociale et la question institutionnelle, je crois, sont étroitement liées et il faut pas. Vous pouvez évidemment, mais je pense que ça serait risqué de vouloir déconnecter les deux. Mais alors, précisément, je cherche au contraire à les reconnecter. Donc je suis d'accord avec ça et je n'élude pas le débat sur la Constitution. Oui, parce que la question c'était justement les conditions. Est-ce qu'on a les conditions pour lancer une Constitution? C'était ça le contre-argument, c'était le contexte. En fait. Ce qui était dit sur le fait qu'il y a une cassure, une rupture pour l'instant qui est vraiment ontologique entre les moments, les lieux de la participation, l'envie qu'il y a aussi dans la société, y compris avec les réseaux sociaux, pas seulement en se réunissant physiquement, à délibérer. Et puis, les institutions, même quand elles veulent s'ouvrir, à l'échelon local, c'est plus facile qu'au niveau national, à ce désir de participation. Je crois que ça tient quand même à un problème qui devrait travailler la gauche, enfin, dans ces débats. À mon avis, qui sont des débats insuffisants. C'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, le mouvement altermondialiste, dont procèdent tous les mouvements de place que nous avons vus, Nuit debout, etc., ce mouvement prétend changer la société sans prendre le pouvoir. Et il y a une vraie question dans le fait qu'aujourd'hui, les expérimentations, mais ce ne sont pas que des expérimentations, ce que l'on constate, c'est que les techniques mises pour délibérer d'une décision sont plus importantes que la décision elle-même. On tente à accorder plus d'importance aux formes de la participation qu'aux résultats, qu'aux productions de la délibération. Si on ne connecte pas, par exemple, la délibération participative sur un budget, qui est entièrement libre d'emploi par rapport à ceux qui en ont débattu, eh bien c'est un leurre. Or c'est aujourd'hui le cas. Même à Paris, où il y a quand même des efforts qui sont faits, participatifs, on met au référendum par arrondissement, il n'y a pas... ça commence cette année. Il y a des budgets qui sont affectés, qui sont tout petits. Mais à Berlin, où il y avait, c'était déjà une dizaine d'années, des expériences très importantes menées par l'État de Berlin là-dessus, ils ont arrêté l'expérience parce qu'à la fin, les budgets qui étaient attribués divergeaient beaucoup trop de ce qu'avait décidé le Sénat de Berlin. Donc, c'est ça le sujet. Je veux dire, quand vous dites c'est trop institutionnel, moi je pense le contraire. Il n'y a pas assez de débats s'appropriant les questions institutionnelles. Ni Dominique Rousseau, qui défend son statut de juriste, constitutionnaliste pur, et moi encore moins, ne pensons qu'il faut que ces sujets restent l'affaire des spécialistes, de l'ingénierie juridique. On peut très bien les faire passer, je vois dans les débats, ce n'est pas les débats que nous faisons en dehors de Mediapart, que je fais sur le bouquin, voilà, c'est Cicère, il n'y a pas des experts, il n'y a pas des constitutionnalistes. Ce sont des gens qui ont envie de discuter politique, mais qui discutent politique sur les sujets abandonnés par la gauche et l'extrême gauche. Je mets les deux à la fois. On l'évoquait tout à l'heure. On aborde les élections à chaque fois, c'est saisif, malheureux. Là, quand moi j'ai évoqué Montebourg, enfin j'ai quand même beaucoup travaillé Montebourg, il fait ses primaires pendant 3 mois. Je vais faire, sa ligne c'était, je vais faire président. Voilà.
pour faire oublier ces incartades, je ne sais quoi, par le passé, qui leur rendaient sympathie quand même, par rapport à la fonction présidentielle. Eh bien, non, ça n'a pas été prolongé par « voilà ce que j'en ferai, la fonction présidentielle ». C'est « il faut que je sois président ». Et point. Et ça ne marche pas. C'est ça qui crée l'abstention aussi dans l'opinion et qui devient ravageuse. Est-ce que c'est à vous de réagir, là, puisque non, mais je me doutais bien que face Corinne à deux Morel-Darleux, voilà. Mon intervention allait lancer le débat, mais c'est plutôt bien, parce que je n'oppose pas du tout les deux, en fait. Pour préciser, c'est nous le sentiment, nous, en tant qu'observateurs, il y a cette façon dont Jean-Luc Mélenchon, en créant les Indignés, en s'émancipant des structures partidaires, s'est lancé avec déjà, il y avait l'histoire de la première marche pour la 6e République au lendemain de l'affaire Cahuzac, il était venu en parler ici même. Hein. Mais ce qui me frappe, c'est combien il y a toute une histoire de débat, de réflexion, et c'est comme si ce que vous êtes en train de faire se faisait indépendamment de tout ça, sans ce que nous essayons de provoquer aujourd'hui, ce dialogue. Donc c'est pour ça que je suis très curieux d'entendre votre réponse. Oui. Alors pour le coup, je trouve que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec ce que vous disiez tout à l'heure là-dessus, parce que d'abord, ça fait effectivement très longtemps que Jean-Luc Mélenchon et les personnes qui l'entourent parlent de 6e République et réfléchissent à ce processus d'assemblée constituante. Et aussi réfléchissent à la possibilité d'une constituante européenne. Ça fait partie des hypothèses qui ont été travaillées et qui n'ont pas été travaillées en vase clos, puisqu'il y a quand même eu énormément d'échanges sur ce sujet depuis des années. Et puis par ailleurs, tout à l'heure, c'était un petit peu réducteur la manière dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une part de tirage au sort, hein, mais il n'y a pas uniquement du tirage au sort, hein, et c'est pas complètement non plus vidé de contenu. C'est-à-dire qu'on est face à une difficulté qui n'en est pas réellement une. C'est-à-dire que si on dit qu'on est pour une assemblée constituante où c'est effectivement le mouvement social, les forces populaires, les citoyens qui se réemparent de leur propre constitution, on ne peut pas dire à la fois en même temps, voilà ce qu'il faudra mettre dedans, parce que là, juste, on se range du côté de tous ceux qui font de la démocratie artificielle, et en même temps, évidemment, que nous, en tant qu'organisation politique, on fera campagne pendant cette assemblée constituante pour inscrire dans la Constitution un certain nombre de choses, comme la règle verte, par exemple, qui est quand même très présente dans la campagne, qu'il était déjà en 2012, sur le principe d'inscrire dans la Constitution le fait de ne pas prélever davantage de ressources naturelles que ce que la planète est en capacité de régénérer pour l'année suivante. C'est un exemple, il y en a d'autres qui sont donnés dans le cadre de cette campagne, de ce pourquoi nous militerons afin que ça figure dans la Constitution. Mais c'est vrai que sur ce processus d'assemblée constituante, on s'est beaucoup inspiré, notamment donc, des travaux antérieurs, hein, mais aussi de ce qui s'est fait dans d'autres pays, notamment en Amérique latine. C'est un mystère pour personne que notre mouvement est allé regarder avec beaucoup d'attention ce qui s'était passé dans ces pays, notamment en Équateur, au Venezuela et ailleurs, hein, et que sans vouloir calquer les choses, c'est quand même intéressant de regarder, ne serait-ce que sur des aspects très pratiques, c'est-à-dire combien de temps ça dure, qui participe, sous quelle forme, le fait d'avoir, comme ça a été le cas au Venezuela, une caravane qui sillonne tout le pays et qui, à chaque halte, a à la fois des périodes de huis clos pour le travail de la commission et en même temps des phases d'audition publique où tous les habitants peuvent venir se faire entendre, se faire auditionner. Tout ça, c'est des choses évidemment qui sont intéressantes pour que cette proposition soit effectivement pas juste un slogan sur une banderole, mais une proposition gouvernementale très pratico-pratique qu'on soit en capacité de mettre en œuvre dès le démarrage du mandat. Nathalie Perrin-Gilbert, à partir, comme on le disait, de votre expérience d'élu local, mais qui se présente aux législatives, comment vous voyez ce débat-là ? Alors, moi, j'ai écouté avec attention aussi ce qui s'est dit sur le premier plateau. Je dois avouer que je n'ai pas d'avis préconçu sur la manière de transformer la Constitution et les institutions. Faut-il une assemblée constituante ou pas ? Je ne me sens pas en mesure aujourd'hui d'avoir un avis tranché sur cette question. Par contre, la notion de responsabilité qui a été évoquée tout à l'heure, la notion aussi de rendre compte me semble extrêmement important. Et pour l'instant, j'en suis plutôt à des principes qu'à une manière de faire. Premier principe, c'est le rendre compte. Pour moi, les élus ne doivent pas oublier qu'ils sont
élu et pas nommé. Et donc, ça va avec l'élection que de rendre compte régulièrement, et pas une fois tous les 6 ans ou une fois tous les 5 ans selon les mandats, de l'action. C'est le principe de démocratie continue. Régulièrement, revenir vers les citoyens et les citoyennes, que ce soit au niveau national ou au niveau local, et rendre compte de son action en direct, et pas avec une dilution du pouvoir ou de la responsabilité via des techniciens, des services ou d'autres membres de cabinet, etc. Un autre principe qui me semble important, c'est quand même aussi la moralisation de la vie politique. Ça a été dit tout à l'heure, la suppression de l'immunité présidentielle. C'est effectivement, moi je serais pour la suppression de la réserve parlementaire. Aujourd'hui, chaque député a une petite réserve, mais quand on les ajoute bout à bout, c'est environ 137 millions d'euros par an qui lui permet de saupoudrer ici et là dans sa circonscription, de faire du clientélisme. C'est autant d'argent qui pourrait être, on parlait de budget citoyen tout à l'heure ou de budget participatif, une somme qui pourrait être remise, pourquoi pas, à des initiatives citoyennes, à des projets associatifs citoyens sur le territoire. La limitation du nombre de mandats. On parlait tout à l'heure des élus depuis 1981 ou autres. Oui, je crois qu'il faut limiter le cumul des mandats de façon verticale, mais également dans le temps. Par exemple, Charlotte Marchandise, Franquet propose pas plus de 3 mandats, quel que soit d'ailleurs le mandat, et pour éviter cette professionnalisation de la vie politique. Je crois qu'il faut absolument aller vers cette moralisation-là, de même qu'il y a la charte anticorps et ces différents points que nous sommes en train de voter. Et puis, parmi les principes importants, il me semble que ce qui est demandé en termes de scrutin par les Français et les Françaises, c'est la prise en compte du vote blanc. Ça aussi, ça me semble à un moment donné important, que ça puisse être comptabilisé comme une opinion à part entière. Et ça, je crois que c'est une revendication que nous devons prendre en compte. Et puis, bien sûr, la fameuse séparation des pouvoirs. C'est Montesquieu, c'est l'esprit des lois, qui explique finalement que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. Je crois beaucoup à ça. À la métropole, par exemple, si je viens sur un point de vue local, une ou deux illustrations on est sur dans le cas une de la confusion métropole. totale des pouvoirs. C'est-à-dire que l'exécutif délibère en même temps que l'Assemblée délibérante. Le premier acte de la métropole de Lyon en 2015, et moi je n'avais pas voulu avec mon groupe prendre part au vote, estimant justement que c'était contraire à ces principes-là de séparation du pouvoir, premier acte de la métropole, c'est créer une commission permanente. Qu'est-ce que c'est que cette commission permanente? C'est les membres de l'exécutif, plus une dizaine de personnes choisies parmi les conseillers, donc délibératif, sans respect ni des territoires, ni des groupes politiques, ni de la parité homme-femme. Et cette commission permanente, tous les mois, délibère à huis clos et vote à huis clos de décisions qui impactent, y compris budgétairement, sans rendre compte. Il n'y a pas la presse, il n'y a pas les présidents de groupe, c'est à huis clos. On a une confusion totale de ces pouvoirs. Au niveau national, c'est le 49-3. C'est quand même aussi un exemple parfait d'un passage en force vis-à-vis du Parlement. Et là, on a beaucoup de points d'accord. Moi, j'ai beaucoup de points d'accord, même si j'ai donné ma signature à Charlotte Marchandise, parce que je trouvais important que sa candidature puisse aller le plus loin possible. J'ai après des points d'accord avec les propositions de Benoît Hamon. J'ai des points d'accord avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Là, par contre, où je peux avoir une différence de méthode, c'est par rapport effectivement sur la charte et d'imposer à des futurs parlementaires, finalement, de s'engager sur un certain nombre de points qu'ils s'engagent à voter, quoi qu'il arrive, dans les futures propositions du président ou du gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas demander à un futur Parlement d'être à la botte, finalement, d'un exécutif. Je crois que c'est le contraire. L'exécutif doit rendre compte au Parlement et pas l'inverse. Et je crois que cette séparation-là des pouvoirs est essentielle et c'est le cœur de notre principe démocratique qu'on a tendance à oublier. Peut-être une réaction sur ce principe-là et aussi un retour d'expérience sur la région, parce que les métropoles ont été créées il y a peu de temps. Il y a quelques similitudes. Frustrée de ne pas pouvoir voilà, en dire la un mot. région, il y a eu une vraie sur la charte, je pense qu'il est fait référence à la charte pour les candidats aux législatives de la France insoumise.
dont l'esprit est quand même avant tout de demander aux futurs parlementaires de s'engager à voter de manière conforme par rapport au programme de la France insoumise. Et c'est vrai que... Ça l'a fait sourire votre voisin. On ne le voit pas à l'écran, mais il n'a pas l'air tout à fait d'accord. Mais allez-y. Bon, très bien. Bah, écoutez, on pourra en discuter. On pourra en discuter aussi. Juste avant qu'on repasse sur d'autres sujets, quand même répondre à la question sur effectivement sur ce que donne ce présidentialisme au niveau local, puisque moi je suis conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc maintenant présidée par Laurent Wauquiez. Je suis étonnée d'ailleurs que les noms n'aient pas été mentionnés tout à l'heure, mais on parlait bien de Gérard Collomb dans le cas de la métropole de Lyon, et je parle bien de Laurent Wauquiez dans le cas de cette région, où on a effectivement là un président de région qui est 5e République en diable, avec toutes les caractéristiques de cette 5e République, des plus évidentes, j'ai envie de dire, avec le cumul des mandats, puisqu'il a été obligé de laisser son mandat de maire, mais enfin, il est quand même encore député et président de région, entre autres casquettes, avec aussi le poids des lobbies économiques dans l'élaboration des politiques régionales et l'attribution des subventions. Parce qu'on a là une politique qui est typiquement ce qu'on appelle la politique clientéliste, avec des retours d'ascenseur par rapport à la campagne en direction des lobbies, que ce soit la FNSEA du côté agricole, la Fédération de la chasse, les moniteurs de ski, enfin voilà, tout le monde est un peu arrosé avec une absence de critères, c'est-à-dire que nous, en tant que délibératifs, on passe notre temps en commission à demander quels sont les critères d'attribution. Il n'y a plus de comité de sélection, il n'y a plus de jury, il n'y a plus rien. Et puis sur le fonctionnement démocratique dont parlait Nathalie Perrin-Gilbert à l'instant, nous, on est confrontés à la même chose, c'est-à-dire qu'on apprend dans la presse locale les sujets sur lesquels on va être consulté et qui vont être soumis au vote lors de la session d'après. Sauf qu'ils ne sont pas annoncés comme un ordre du jour qui va être soumis au vote. Ils sont annoncés comme étant déjà votés. On s'est retrouvé avec un projet de nouvelle autoroute, la 45, où M. Wauquiez est venu signer avec M. Vidalis une concession à l'entreprise Vinci, avant même que nous n'ayons voté le principe que la région finance cette autoroute. Alors, juste une précision, ça c'est quelque chose qui est... Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez aussi, que vous expérimentiez aussi avec la précédente mandature, celle de Jean-Jacques Kerran, ou est-ce que il y a un degré qui a été était socialiste, qui était socialiste, oui, voilà, c'était pas le même Alors, camp. Donc, très honnêtement, on parlait déjà de monarchie présidentielle sous le mandat de Jean-Jacques Kerran, effectivement. Après, le degré de brutalité et de destruction est clairement pas le même. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de ceux, et parce que je le vis au quotidien, qui mettraient un signe égal entre Jean-Jacques Kerran et Laurent Wauquiez, avec tout ce que ça implique en matière de conséquences politiques. Parce que là, très concrètement, les dégâts, c'est d'un trait de plume, des années et des années de construction sur le terrain de la part d'associations, de petits festivals culturels, etc., qui sont rayés avec des licenciements et des territoires entiers qui se retrouvent totalement dépossédés de toute animation locale. Nathalie, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'il y avait encore une similitude dans le fonctionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et par exemple de la métropole de Lyon, pour montrer l'absence de concertation, alors des citoyens, c'est une évidence, mais aussi des élus locaux que nous sommes avec Corinne. Nous avons appris la création de la métropole par une conférence de presse donnée par 2 sénateurs, le sénateur Mercier, président du Conseil général de l'époque, et le sénateur Collomb, maire de la ville de Lyon et président du Grand Lyon. Sans qu'il y ait eu de débat ni de vote dans les assemblées, on a appris par la presse la naissance de cette métropole de Lyon qui, quand même, est une nouvelle collectivité territoriale. Donc c'est un mépris du vote, tout simplement du débat. Donc, ce mépris pour le débat parlementaire ou pour le rôle du Parlement, on le vit avec nos assemblées. Je parlais tout à l'heure des citoyens. Vous parliez de Paris et des budgets participatifs à Paris en disant c'est pas encore tout à fait ça, même si on avance. Mais c'est quand même formidable par rapport à ce qui se passe à Lyon. À Lyon, 500 000 habitants. J'ai repris le chiffre du budget consacré aux citoyens, à l'initiative citoyenne, 100 000 € par an. Ramené au nombre d'habitants, c'est 20 centimes d'euros par habitant et par an.
C'est ça la réalité des budgets participatifs à Lyon. 20 centimes par habitant. Par an. Alors, par an. Alors, j'ai vu dans le programme de M. Macron, hein, qui, quand même, Lyon est le laboratoire... M. Gérard Collomb soutient M. Macron. Oui. Et donc, alors, M. Macron, dernièrement, parlait du pluralisme d'opinion, de la nécessité d'écoute, de débat. Bon, bah, quand on voit que ce débat n'a pas pu se tenir à Lyon, je conseille quand même à M. Macron de faire un petit voyage d'études dans la démocrature lyonnaise. Il parlait aussi des budgets participatifs, il l'a mis dans son programme. À Lyon, voilà la réalité. Donc comment croire des candidats hors sol qui, en s'appuyant sur des barons locaux, enfin voilà, il y a une incohérence totale. La montre tourne. Vous souriez, je disais Paul Aliès tout à l'heure, une réaction de Paul Aliès, de Dominique Rousseau. Non, je suis enchanté quand il a été question de... Finalement, il est normal que les députés de la France insoumise face à l'allégeance, enfin l'allégeance, c'est pas polémique, hein, je veux dire, face... non, le choix des mots n'est jamais anodin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. S'engage, en signant, quand même, c'est pas moi qui parle, c'est Mélenchon. Le président de la France insoumise veut des députés soumis. Voilà, enfin, bon, ça c'est polémique. Mais c'est quand même très étonnant de dire que vous-même vous accréditiez ça de cette manière, parce que je vous entendais tout à l'heure parler du programme de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ne pas parler du programme de la France insoumise, par exemple ? Bon, si vous voulez, à Montpellier, c'était encore hier, il y avait un débat incroyable parce qu'il y avait des militants de la France Insoumise qui voulaient se réunir avec un comité France Insoumise. Ils ont eu un délégué qu'ils ne connaissaient pas, qui est sorti du bois, et qui leur a dit « Vous n'avez pas le droit. Les logos, etc., c'est la France Insoumise. Vous êtes autre chose. » Ils sont sous le choc encore. Hein. Alors je veux bien que ce soit très démocratique et transparent, mais quand même, ne polémiquons pas. Je veux revenir à votre réaction sur cette histoire de la majorité qui, il est normal qu'il fasse, alors je ne sais pas comment il faut dire, qui signe un engagement auprès de Mélenchon. Non, pas auprès de... Non, enfin, pardon, écoutez, mais... La logique du système est laquelle. Les mots ont un sens. Mélenchon fait campagne, enfin bon, je ne vais pas dire des textes de ceux qui quand même, mais chaque fois opposés, qui est le texte de référence, hein, l'avenir en commun. Le programme, oui. Alors, la proportionnelle, oui, ça y est, on la généralisera. Généraliser la proportionnelle. Si c'est pour aboutir à ce résultat, à savoir qu'il y a la proportionnelle, mais ils vont tous signer un texte de les 21 conditions ou 31 pour dire que le président, ils le soutiendront, c'est quand même ça la logique. Ou alors je ne comprends plus rien. Alors... Bah, écoutez, c'est ce qui est écrit. Et par rapport à cela, la proportionnelle doit être le système à l'allemande, personnalisé. 280, le même jour, on vote 2 fois. Bon, bref, c'est toute l'Assemblée qui est à la proportionnelle. Et ensuite, on fait évidemment confiance à la majorité parlementaire pour délibérer. On ne peut pas être pour une restauration, ce terme est un peu délicat, en tout cas pour une institution de la délibération parlementaire souveraine, pleine et entière, ayant la possibilité de renverser un gouvernement et commencer par dire on va signer un acte par lequel les propositions du président, nous nous engageons à les soutenir. C'est pas possible. Droit de suite de Corinne Morel-Darleux. Oui, non, mais enfin, en même temps, je vais me répéter parce que c'est simplement ce que je disais tout à l'heure. Le principe, et parce qu'on a eu quelques expériences malheureuses par le passé, est simplement de dire que les parlementaires France Insoumise s'engagent à voter de manière conforme au programme de la France Insoumise, qui est celui sur lequel ils sont élus. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, dès 2012, a été le seul candidat à dire que le jour de son élection, il jetterait les clés de l'Élysée dans la Seine et qu'il lancerait une assemblée constituante. Qu'est-ce que vous voulez de plus en matière de primauté donnée au Parlement et à une 6e République que de s'engager à ce que votre premier acte soit de lancer ce processus constituant. Dominique Rousseau. Dominique Rousseau, pardon. Vas-y. Un mot, parce que vraiment rapidement, parce qu'on arrive vraiment à très rapidement. Il y a un grand écart entre ce que vous dites, qui semble être, mon Dieu, une espèce de consensus, la France insoumise. Il y a quand même le chef, et la culture du chef. C'est une tradition bonapartiste, c'est même à gauche, il faut la détruire, il faut la combattre en tout cas, et là, elle s'entretient, elle s'auto-entretient, il y a un écart entre la conception qui serait finalement bisounours d'une France insoumise qui irait comme ça à l'Assemblée, et puis ce qui est écrit, il y a par exemple constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain qui est promis à la constituante. C'est-à-dire que la GPA, par exemple, qui est quand même un débat
qu'il y a un débat dans la société civile, comme on dit, et bien là, on constitutionnalise, on met un tampon, et c'est quand même assez caporaliste. Ça devient un principe constitutionnel de la République. Qu'est-ce que c'est cette histoire? De quoi, pardon, là, je crois que constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain. Bon, refuser la gestion pour autrui, la GPA, c'est un débat. C'est un débat. Il a lieu où, le débat? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je le redis, désolé hein, pour les spectateurs, hein, que nous nous engageons effectivement sur le lancement d'un processus constituant, mais que évidemment dans le cadre de ce processus-là, nous on aura des propositions qu'on portera. Okay. Et les députés vont signer qu'ils vont interdire la GPA. Tout le monde a compris. Dominique Rousseau. Oui, non, simplement on arrive à la fin. Là. Oui, ça ressemble beaucoup. Avec même des termes peut-être plus violents à ce que disait Mitterrand, dont je parlais tout à l'heure. Mes 110 propositions sont la charte gouvernementale et la charte des parlementaires. Finalement, Mélenchon reproduit le fonctionnement présidentiel de la Ve République qu'il dit vouloir mettre à bas. Moi, je pense qu'il y a il y a un certain nombre de moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques pour supprimer dans la Constitution tous les articles qui bloquent ce fameux passage entre les élus et les citoyens. Je vous rappelle quand même que par une simple révision de la Constitution, on a changé la durée du mandat présidentiel, on a changé le mode d'élection du président de la République, et rien n'interdit de penser que par les voies actuelles, en associant toute la société civile, comme on le disait tout à l'heure, il est possible, par exemple, de faire décider que le président de la République ne présidera plus le Conseil des ministres. Nathalie, et si le président de la République ne préside plus le Conseil des ministres, ça veut dire que c'est le Premier ministre qui le préside, que les conseils des ministres ne se tiennent plus à l'Élysée, mais à Matignon, et vous dévitalisez progressivement la fonction présidentielle. On peut parfaitement inscrire dans la Constitution, lors d'une révision, l'obligation pour les députés de soumettre à des assemblées délibératives de citoyens les propositions et les projets de loi avant qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. On peut parfaitement inscrire dans la Constitution un statut constitutionnel des lanceurs d'alerte. Parce que c'est quand même les lanceurs d'alerte qui, depuis ces dernières années, posent les problèmes. Ce n'est pas les députés qui soulèvent les problèmes. Ce sont les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des citoyens ordinaires, entre guillemets. Ça fait partie des propositions d'ailleurs qu'on porte. Qui, devant les dysfonctionnements de telle entreprise, de telle collectivité locale, posent la question dans l'espace public. Et ces gens-là, c'est eux qu'on poursuit, les lanceurs d'alerte. C'est eux qui ont des difficultés. Donc, par une simple révision de la Constitution, on peut bousculer dans un sens démocratique une constitution qu'on a jusqu'à présent bousculée dans un sens bonapartiste. Hein, la révision de 1962. Rien n'interdit, sans convoquer une assemblée constituante, de bousculer la Constitution pour y introduire davantage de mécanismes et de procédures permettant aux citoyens d'intervenir dans la fabrication de la loi. Nathalie Perrin-Gilbert. Oui. Moi, en fait, je pense qu'on est vraiment dans une période de crise et de transition. On peut être pessimiste, voilà. J'ai pas envie de l'être parce que ce qu'on ressent, c'est une effervescence chez les citoyens. Je pense qu'on a rarement ressenti en France. Certains de ces citoyens se retrouvent et sont présents au sein de la France insoumise. D'autres ont préféré les mouvements citoyens. Et je crois qu'un moyen de revivifier notre démocratie, et notre démocratie représentative y compris, c'est de mieux l'articuler avec cette présence citoyenne et ces initiatives citoyennes. Et une des choses, moi, auxquelles j'aimerais y compris pouvoir demander votre avis, c'est la suppression du Sénat. Je suis pour 2 chambres. Je pense que c'est effectivement extrêmement important que les lois passent par ce bicamérisme, ces 2 chambres. D'un côté, l'Assemblée nationale, les députés qui représentent les citoyens, mais pourquoi pas transformer le Sénat ? Parce qu'on dit que le Sénat représente les territoires. On sait que c'est moins vrai. Il représente surtout des élus et des grands élus qui votent entre eux. Pourquoi pas transformer le Sénat en un conseil économique et social revisité? C'était une proposition de Mendès France, d'ailleurs, en 62. Alors, on n'est plus en 62 et ça mériterait aussi de revoir les choses. Mais qui représente les citoyens par une entrée professionnelle, donc que les travailleurs, les salariés, les employeurs soient représentés, les syndicats, pourquoi pas les associations, la branche culturelle, on voit bien avec les intermittents, voilà. Un Sénat qui représente les citoyens,
mais par une entrée économique et sociale, et qu'on mêle ainsi démocratie citoyenne et démocratie sociale. Ça serait une mesure de long terme qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais est-ce que le Sénat, tel qu'il est aujourd'hui, sert encore à quelque chose? On est vraiment hors délai, mais vous êtes pour, Dominique? Vous êtes pour, Paul Aliès? Cette idée. Vous nous faites un référendum. Là. Non, mais ça prouve que c'est un débat passionnant. Hein. C'est un débat passionnant. Alors, si vous voulez, la question, sans vouloir l'évacuer ou la contourner, ça pose en réalité la question de la forme unitaire ou fédérale de la France. Moi, je suis pour une France fédérale. Je suis pour un avenir fédéral de la France. Et si l'avenir de la France est fédéral, il faudra un Sénat pour représenter précisément les différents États fédérés de la France. Donc, le Sénat, dans la forme actuelle, non. Mais le Sénat, si la France devient fédérale, ce que je souhaite, oui. Paul Aliès. Moi, je suis plutôt d'accord pour la conservation, pour une fois, je n'apparais pas au motif qui, d'ailleurs, tout le temps observé, savoir que les lois qui ont été délibérées, qui ont profité de la navette d'élection dans chaque assemblée, sont celles qui ont le plus de chances de s'appliquer à 80%, et de s'appliquer vite. Alors que celles qui sont prises dans l'urgence à l'Assemblée nationale sont celles qui ne sont pas vraiment appliquées. Donc l'idée d'une deuxième chambre délibérative, qui soit le grand conseil des opinions de France, qui représente mieux les territoires, maintenant qu'on a des grandes régions, on peut imaginer des sections pour élire les sénateurs. Là aussi, il faut changer le mode d'élection des sénateurs. Donc moi, cette idée de garder un Sénat où il aurait pu y avoir des gens tirés au sort, mais qui n'est pas où on puisse absorber le Conseil économique et social, je crois que c'est ta proposition aussi. Donc cette idée de moderniser le Sénat, pour faire une chambre sociale, pourquoi pas, mais à condition qu'il n'ait pas les pouvoirs d'empêcher la loi, sauf à avoir en effet un État fédéral ou régional, liste, qui alors là supposerait effectivement une chambre ayant un pouvoir réel, constituant et même... Alors je vous propose de faire une pause avant de conclure ce débat avec un autre Lyonnais qui est venu et qui est souvent